J'étais à Barcelone le 17 août 2017, le jour de l'attentat de Barcelone. Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 20 ans, je suis en classe préparatoire maths physique sur Amiens et je suis pupille de la Nation. J'ai une sœur jumelle et je vis avec mes parents. On est assez fusionnels tous les quatre, on part souvent en vacances et donc je partais souvent en Espagne à l'Escala qui est proche de Barcelone. J'étais déjà allée plusieurs fois auparavant et là cette année-là j'y allais avec ma tati et mon tonton qui n'avaient jamais été à Barcelone. Du coup on avait pris une maison sur l'Escala et on avait décidé de passer une journée à Barcelone vu que nous on avait déjà été les années précédentes. Donc on est parti la journée vu que c'était à 2 heures de où on logeait. On est parti du matin, on a passé la journée, on a commencé par faire le marché, on visite les cathédrales, les places importantes de Barcelone. Et vers 17 h, on décide de repasser par là pour acheter du saucisson, de la nourriture pour retourner au marché. Et là, d'ici les 17 h, on traverse le passage piéton de la Rambla. Et là, on entend des cris et des bruits assourdissants que je ne saurais même pas définir ce que c'est. Avec du recul, je pense que c'était des bruits par rapport à la camionnette qui devait foncer dans des personnes ou des choses, je ne sais pas. Et là, je me retrouve à terre. Réflexe où on me pose, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis juste à terre avec ma tati. Tout se passe très très vite sur le moment. J'ai même pas le temps de réfléchir à ce qui est en train de se passer. Mon père me tire, je vois la roue du camion et je suis debout et j'ai plus de chaussures, j'ai plus rien. Du coup, on commence à courir avec mes parents et ma sœur. On perd de vue ma tati et mon tonton. Et on se retrouve dans la Boqueria, du coup, le marché, on était censé aller faire de petits crochets avant de partir. Parce qu'on allait partir, on allait retourner à la maison. Et là, on se retrouve à 4 dans le marché. On voit personne derrière nous et là, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Alix et moi, on avait 11 ans et j'étais avec mes parents, on était un peu apeurés. Mais sur le moment, on ne sait pas ce qui se passe. On entend juste des bruits. Mon père, il a vu quelqu'un se faire heurter par la voiture, par la camionnette. Et là, on se rend compte que ma tati et mon tonton, ils sont plus là. On ne sait pas ce qui leur arrive. Du coup, mon père, il veut absolument y retourner. Et je me rappelle lui dire mais tu peux pas y retourner. On ne sait pas ce qui se passe. Ça tombe, il y a des gens qui sont autour. À tout moment, il y en a un qui nous surprend là et voilà. Et on ne sait pas ce qui se passe sur la Rambla, on ne sait pas ce qui se passe dans Barcelone. On est juste là et il faut juste faire attention à ce qu'on fait. Du coup, on se cache, on ne va pas les retrouver. On leur envoie un message, mais ils ne répondent pas tout de suite. Et c'est là que commence la deuxième partie, entre guillemets. On erre dans Barcelone sans savoir ce qu'on fait. On marche, mais pareil, on ne sait pas s'il y a des terroristes. On est juste là, on est apeurés et beaucoup de mouvements de panique parce qu'il y a beaucoup d'alertes à la bombe alors qu'il n'y avait même pas de bombe. Ça, on l'a su après. Mais sur le moment, on nous dit alerte à la bombe, on nous dit dans toutes les langues, en anglais, espagnol, français. Deuxième mouvement de panique, et là, on court tous. Il y a un monsieur qui nous dit de rentrer dans sa maison. On se cache derrière un frigo. Mais est-ce que ce serait pas un piège? Mon père, il se demande, il fait mais qu'est-ce qu'on fait là? Ça tombe, c'est un piège. En fait, moi, à ce moment-là, je me dis, mais en fait, c'est fini. J'avais juste peur et on pouvait rien faire, on pouvait juste attendre et c'était tout, on était traumatisés, que ce soit mes parents, Alix ou moi, mais mes parents ils essayaient pas trop de le montrer je pense parce qu'on était petites et ils voulaient nous faire montrer que ça allait bien se passer. Mais quand même sur le moment, en fait on n'a pas l'impression que c'est réel parce que ça arrive souvent aux autres, on dit et là on se dit il se passe quoi? Ma vie elle est en danger, je sais pas ce que je fais, je sais pas où je suis. Et on reste derrière ce frigo pendant peut-être 30 minutes, je sais pas. Et là, le monsieur nous dit de sortir. Du coup, on doit retourner dans Barcelone, à côté de là où s'était passé le drame. Et on est dans Barcelone, on ne sait pas quoi faire. On ne peut pas aller chercher la voiture, tout est bloqué. Il devait être 19 h à ce moment-là. On commence à se mettre dans une rue, à se poser. Et c'était vraiment la rue où ils venaient juste d'intercepter la camionnette. Du coup, moi, je voulais partir de cet endroit-là. Je dis à mes parents, il faut qu'on parte. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Du coup, on part. Et quelques temps après, on revient parce qu'en fait, il n'y avait pas de passage dans cette rue et en fait, on se sentait entre guillemets en sécurité. Du coup, on reste là jusqu'à ce que, peut-être qu'il était 20 h, des gens à leur balcon nous disent de monter. Moi, j'ai vu la lumière quand ils nous ont dit monter. Je me suis sentie en sécurité.
On monte, c'était des Espagnols, ils parlaient pas du tout français. Et ils nous ont bien accueillis, on va dire. On a mangé, ils nous ont allumé la télé pour qu'on comprenne ce qui se passe. C'est là qu'on s'est vraiment dit waouh, c'est vraiment. Mon père, il s'en doutait pas, mais dans la rue, il avait croisé un Français qui lui demandait où en est-on, je sais plus s'il parlait français ou pas, qui demandait ce qui se passait. Et là, mon père, il avait dit, ça je me rappelle tout le temps, il a dit Nice. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, c'était qu'un mec qui fonçait dans les gens et sur la rue comme c'était passé à Nice sur la promenade des Anglais. Et c'est là que j'ai compris qu'on était dans un attentat. Ils nous ont laissé dormir, Alix et moi, parce qu'on était 22h, on était crevés. Ce qui s'est passé, on était dans un état de choc, on va dire. On avait peur de tout ce qui se passait autour de nous. Et on a dû ressortir de Barcelone à 1h du matin pour retourner à la maison. Et quand on était dans l'appartement du coup de ces gens, c'était Marco et Alba, ils s'appelaient, je me rappelle. Après, on leur a toujours fait envoyer des colis de Lille. On avait gardé un petit peu contact avec eux. On a un message de ma tati et mon tonton qui nous disent qu'ils vont bien. Du coup, ça, on était soulagés. Ils étaient enfermés dans un café. En fait, on n'avait pas du tout vécu la même chose. En fait, nous, on était partis d'un côté et eux de l'autre. Ils avaient vu sur l'endroit où on était, et je me rappelle même, ils m'avaient dit qu'ils voyaient mes chaussures du café. Et ils nous disent qu'ils vont bien. Du coup, ma tati a été blessée, mais sur le moment, elle nous dit qu'elle va bien et pour pas nous inquiéter. Elle va bien, on est rassurés. Alix et moi, on dort, on attend juste de rentrer, de sortir de cette ville, de ce cauchemar, entre guillemets. Et du coup, vers 1h du matin, mon père va au parking chercher la voiture avec Marco, parce que du coup, Marco parlait espagnol, mon père ne parlait pas espagnol. Du coup, Marco l'a bien aidé à aller chercher la voiture et tout. Et on est ressorti de Barcelone, mais c'était une ambiance assez particulière. Il y avait plein de... on était bloqués. Ils filtraient tous les gens qui sortaient, forcément, et il y avait la police, il y avait des ambulances, il y avait plein de lumières bleues qu'on voyait de partout, des gyrophares. Et du coup, sur la route du retour, on appelle mon oncle et ma tante, qui nous disent qu'eux, ils vont se diriger vers l'hôpital. Parce que ma tati, elle avait mal à la jambe, c'est allé trop vite, mais soit elle s'est fait rouler dessus sur la jambe, ou soit on l'a piétinée. En fait, on ne sait même pas ce qui s'est passé. C'est juste qu'elle a mal et que ça avait pu marcher à ce moment-là. Donc on rentre à l'Escala. C'était impossible pour Alix et moi de dormir, c'était trop dur de vivre un truc un peu choquant, on va dire. Et du coup, je dormis avec ma mère et Alix avec mon père. C'est la première nuit, après on a échangé les nuits suivantes, parce que c'est dur au début de dormir seul. On n'arrivait pas. Et ma tati et mon tonton, ils sont arrivés au matin. Ils avaient passé de la nuit à l'hôpital. Du coup, je vois ma tati qui rentre plâtrée. Mais pareil, je me demande comment ça se fait, mais ça allait trop vite, elle ne sait pas ce qui se passe. Et là, c'est là qu'on se rend compte, on allume la télé. Et cette journée-là, je me rappelle, on a allumé la télé toute la journée. Et par la suite, on l'a éteinte parce qu'en fait, ça a juste à nous gâcher nos vacances. C'était le début de nos vacances, ça devait être le premier week-end. Et on se demandait s'il ne fallait pas qu'on rentre à Lille, parce que, on voulait pas profiter, on voulait juste s'enfermer et c'était tout. Parce qu'on avait peur de sortir tous les 6. Mais on a quand même décidé de rester. Si on rentre à Lille, ça voulait dire pour nous qu'ils avaient gagné et nous, on voulait pas montrer qu'ils avaient gagné contre nous. Et on est sortis peut-être une fois dans les 2 semaines, on allait au resto, sauf qu'on est sortis le soir d'un match de foot, ça nous a traumatisés. Les cris de joie des victoires, mais on n'est plus sortis. C'est là qu'on s'est rendu compte que ça nous avait bien touchés quand même, mentalement, psychologiquement, parce qu'on n'avait peut-être rien eu physiquement, à part ma tati, c'était pas très, très grave. Mais c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était touchés psychologiquement, et c'est aussi important de s'en rendre compte parce que il y a des blessures physiques, mais il y en a aussi des psychologiques, et c'est important de les guérir aussi. Par la suite, on a dû prendre des rendez-vous chez le psy, à 4 avec mes parents et ma sœur. On avait chacun notre psy, et le psy de mon père m'avait dit que son psy l'avait dit on sera guéri entre guillemets quand on saura parler de ça, de l'attentat, et en gros c'est comme des petits tiroirs dans notre tête qu'on ouvre et on peut en parler et on peut le ranger sans que, on a toujours une petite émotion, c'est normal, sans que ça nous fasse bizarre.
Alix et moi, quand on était petites, c'était plus sous forme de jeu. On a dû réécrire notre histoire sur un livre de l'attentat du coup. Et on a appris à... Il y a eu des petits exercices, par exemple, ressortir sur l'île, parce que nous, on ne voulait plus ressortir. Les foules, ça faisait peur. Alors on devait, par exemple, on nous donnait des missions, entre guillemets, à compter le nombre de plots rouges sur la grande place de Lille. Et c'était notre première sortie après l'attentat, du coup. Après, on a eu des exercices de respiration. On devait écouter des alarmes, parce que dès qu'il y avait une alarme, j'avais mon cœur qui s'emballait et ça faisait tellement peur que ce soit une alarme, alarme incendie, alarme intrusion, alarme nucléaire, toutes les alarmes. C'était bizarre en moi. Dès qu'il y en avait une, moi je croyais que c'était une vraie et ça me mettait dans un état pas possible. C'est qu'il y a une fois, on n'a pas été prévenus et j'étais pas bien toute la journée. Je tremblais, j'étais pas bien parce que pour moi j'étais là une deuxième fois encore. C'était beaucoup. Après, avec le temps, on s'habitue, mais on se ressent toujours un petit peu dès qu'il y a une petite alarme ou dès qu'on voit une camionnette blanche, on y pense. On y pense tout le temps, il faut juste réussir à vivre avec, mais faut pas le cacher et il faut juste réussir à vivre avec. Mes parents ont été appelés au téléphone. Je ne saurais pas dire c'était qui, j'étais petite, je ne comprenais pas encore vraiment ce qui se passait. Et c'était pour nous proposer de devenir pupille de la nation. C'est pour les victimes de terrorisme, de guerre et les familles aussi. Mes parents se demandaient c'était quoi parce qu'on n'en avait jamais entendu parler. Et du coup ça nous aide dans notre scolarité, ça nous suit tout au long de notre jeunesse, notre vie. Si on a des questions et ça nous suit dans beaucoup de choses. Du coup les démarches commencent une fois que mes parents se sont renseignés parce que forcément c'est quand même quelque chose qui va être écrit sur notre acte de naissance, donc ils se renseignent et tout. Et j'ai été adoptée par la Nation en 2019, 2 ans après l'attentat. Via le Bleuet de France et l'ONAC, j'ai pu rencontrer d'autres personnes victimes de terrorisme. J'ai été invitée au 11 novembre par l'Armistice l'année dernière et j'ai pu partager avec d'autres gens qui ont vécu des actes terrorisme ou même des victimes de guerre ou les familles. Et je trouve ça bien d'avoir pu en parler parce qu'en fait on sait qu'il y a d'autres gens mais on les voit pas forcément et c'est bien des fois d'en parler avec d'autres gens qui ont le même âge que moi par exemple et moi ça m'a fait du bien, Alix et moi ça nous a fait du bien d'en parler et même d'être présent dans des moments comme l'armistice, on se sent, on sait que c'est important et ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Je suis contente de voir que beaucoup de gens portent le bleuet, même à la télé maintenant on le voit beaucoup. Moi quand j'étais petite je faisais pas vraiment attention. J'ai vraiment commencé à connaître le bleuet avec ce qui s'était passé à Barcelone. Et je trouve qu'on en parle de plus en plus, les gens en parlent de plus en plus sur les réseaux et je trouve ça bien de sensibiliser autour du Bleuet de France et moi ça m'a vraiment rassurée. C'est une présence discrète mais qui est importante pour nous en tant que victimes, de voir que les gens connaissent la présence du Bleuet de France. Pour les gens qui ont vécu ce genre d'événement assez spécial et traumatisant. Moi, je leur conseille d'en parler. C'est très important d'en parler, de ne pas se refermer sur soi-même et de ne pas avoir honte d'en parler surtout. Car c'est comme ça qu'on se reconstruit, d'en parler et d'être soutenu par les proches, les professionnels. Et aussi d'en parler avec d'autres gens avec qui qui ont vécu ça, parce qu'on n'est pas seul face à ça. Du coup, j'ai connu le Bleuet de France via l'ONAC. Et je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que ça m'a vraiment aidé de voir que d'autres personnes réussissent à se reconstruire, même si forcément ça reste toujours dans la tête et il faut juste vivre avec. Et même si ça peut être compliqué, c'est compliqué forcément au début, mais c'est rassurant de voir que que des gens ont vécu ça et que on est suivi par des organismes comme l'ONAC et le Bleuet. Pour que l'espoir continue, chaque geste compte, faites un don au Bleuet de France.